Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo 100% Imagineering, nous allons parler d'Animal Kingdom et des inspirations pour ce parc. Et vous allez voir que c'est tout simplement fantastique, les Imagineers ont probablement réalisé l'un des plus beaux parcs Disney du monde. En tout cas, ils ont dû s'éclater en termes d'inspiration et c'est ce que nous allons voir. Alors on va pas voir tout le parc en entier, ça serait beaucoup trop long. On va voir simplement trois univers qui pour moi sont des univers très importants par rapport à l'inspiration réelle. Alors, juste pour faire très rapide, petite histoire d'Animal Kingdom. Donc c'est un projet qui démarre dans les années 90 et évidemment, l'idée c'est de rendre hommage à Walt Disney directement, puisque Walt Disney lui-même était passionné par la faune, la flore, et il était lui-même, bien sûr, le créateur, entre autres, avec son équipe, et bien de Jungle Cruise. Jungle Cruise qui devait être à la base évidemment fait avec de réels animaux, mais des contraintes totalement logiques ont fait que Walt Disney n'a pas pu réaliser ce rêve. Alors, Walt Disney présentait True Life Adventures, une série de documentaires animaliers qui a d'ailleurs inspiré Adventureland au parc Disneyland de Californie. Et c'était vraiment quelque chose pour lui vraiment de très important dans sa vie, hein. Il était passionné par le monde animal. Donc, l'idée des Imagineers, c'était de rendre cet hommage à Walt Disney et bien sûr aussi de rendre hommage à tout un folklore, toute une culture ou des cultures plutôt, des contrées un petit peu lointaines. Alors, à la base, Animal Kingdom devait rendre à la fois hommage évidemment à des pays existants, à des villes existantes, à des régions tout simplement d'Asie ou d'Afrique, mais aussi à des choses totalement imaginaires, fantasmés, comme par exemple les dragons, les animaux mythologiques. Ça devait être le cas du land, par exemple, Beastly Kingdom. Ça, j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps. C'est l'une des premières de mes premières vidéos que vous pouvez aller voir hein, sur Beastly Kingdom, où j'explique en fait ce que devait être ce land qui n'a jamais vu le jour finalement. Euh, et bien sûr, on a aussi le monde des dinosaures, puisque vraiment, voilà, Animal Kingdom va rendre hommage à tout type de créatures finalement, et pas uniquement à des créatures ou à des régions réelles. Alors, on va voir trois zones justement qui sont inspirées de régions réelles, hein. C'est ce qui est, je trouve, plus intéressant puisque c'est ce qui permet de voir comment se sont et de quoi se sont inspirés les Imagineers. Alors tout d'abord, on va parler de Discovery Island. Alors Discovery Island, c'est le premier land en fait où vous allez rentrer quand vous arrivez à Animal Kingdom. C'est en fait un peu une transition entre le monde réel et le monde de l'aventure, de l'exotisme. L'oasis, parce que c'est appelé l'oasis, le centre, permet alors aux visiteurs en fait de s'immerger progressivement sans apercevoir de suite le fameux Tree of Life. Alors le Tree of Life célèbre la vie, il s'inspire de l'arbre de Rafiki du roi lion et contient à son tronc en fait plus de 300 espèces, et oui 300 espèces sculptées à la main, qui sont en fait sont faits essentiellement par des artistes français et italiens. Bah voilà, les Européens, toujours les meilleurs. Mais ces animaux sculptés ne se retrouvent pas uniquement sur le tronc de l'arbre, mais aussi sur des bâtiments aux alentours, les toits des magasins ou des restaurants. En fait, au final, c'est finalement plus de 1500 animaux sculptés uniquement pour ce land. Voilà. Donc les bâtiments du land en fait ont une inspiration de plusieurs lieux du globe. Les bâtiments sont peints en fait avec une couleur vive, rappelant par exemple le Mexique ou encore l'Indonésie. C'est logique parce qu'en fait le milieu de ce parc c'est cet endroit-là, le cœur du parc c'est cet endroit-là, et ça se veut aussi représenter en quelque sorte le centre du monde. Voilà. Alors les Imagineers ont poussé les détails très loin, par exemple au restaurant Flame Tree Barbecue, les animaux présents sur la table représentent des proies, tandis que ceux qui sont présents sur les chaises représentent des prédateurs. Donc autant dire que quand on mange sur la table, donc on mange les proies, et nous sommes assis sur les chaises en tant que prédateurs. C'est quand même assez fort, je trouve. Et puis, autour du Tree of Life, il y a un trail qui est proposé afin d'observer des animaux, comme par exemple des flamants roses ou encore des vautours, mais c'est aussi l'occasion de voir de plus près le tronc de l'arbre. Bien souvent, les visiteurs vont regarder l'arbre d'assez loin sans savoir que on peut zigzaguer autour de cet arbre pour apercevoir non seulement des animaux, des chutes d'eau, la faune, la flore, mais aussi évidemment les sculptures du Tree of Life. Cette zone elle est vraiment conçue comme étant très exotique et elle cache beaucoup de coins, de petits recoins
c'est vraiment une entrée en la matière. On entre dans le monde d'Animal Kingdom, j'allais dire Adventureland parce que finalement c'est un peu ça aussi, on rentre dans le monde de l'aventure, mais de manière très progressive, très relaxante, et c'est vrai que tous les chemins qui zigzaguent au départ sans laisser apercevoir le Tree of Life, ça reste une entrée assez exceptionnelle pour un parc Disney, puisque très souvent on voit rapidement le symbole du parc, ce qui n'est pas le cas d'Animal Kingdom. Alors maintenant, on va parler de la section africaine, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors en fait, la section africaine, elle représente un village, le village d'Arambe. Alors Arambe, ça signifie se soutenir, et c'est une ville totalement fictive, inspirée toutefois par de réels villages, de réelles villes, au Kenya ou encore en Tanzanie. En fait, il s'agit d'un port d'Afrique de l'Est, et l'histoire est que Arambe, en fait, est une ancienne colonie allemande où une révolution pacifique a eu lieu en fait en 1961. Du coup, cette révolution a permis de faire que la colonie allemande, enfin, que la colonisation allemande pardon, s'est arrêtée, rendant libre ce village africain. Alors en fait, il y a la ville de Mombasa et de Zanzibar qui sont des lieux qui ont inspiré cette ville au niveau architecture. En fait, tout respire l'authenticité. Par exemple, vous avez un hôtel fictif qui s'appelle Hôtel Burudika, pardon, c'est un peu pas facile à dire, qui est inspiré par l'ancien fort de Zanzibar, un réel fort, ou encore ce minaret qui est inspiré de la ville de Mombasa, à l'entrée du restaurant Tusker House. Donc, vraiment, les Imagineers ont essayé de reprendre des éléments réels pour les intégrer dans cette ville fictive. On a par exemple le Harambe Theater où est joué par exemple le Roi Lion qui renforce toute l'authenticité avec au fond une fortification, et en fait cette fortification est inspirée par le fort Jésus sur l'île de Mombasa qui a été créé, le fort a été créé par des colons portugais. Voilà. Et ça a été retranscrit aussi ici à Harambe du côté d'Animal Kingdom. Donc dans ce village, on va retrouver un port de pêche avec des bateaux, des produits aussi hein, qui sont du coup qui sont des produits frais qui sont soit importés soit exportés. Un hôtel, comme mentionné, par des affiches déchirées. Il y a un hôtel, il y a aussi d'ailleurs des affiches déchirées qui permettent d'avertir les visiteurs des excursions proposées dans la réserve africaine qui se situe non loin, ou encore des posters avertissant du show Festival of the Lion King. On va retrouver par exemple aussi des vélos, un service de poste et la connexion Wi-Fi qui est disponible. Des fils électriques apparents pendent, comme reflétant l'état réel, par exemple, de certains villages africains pourvus d'électricité. Alors, dans les boutiques, on peut retrouver par exemple des artisans qui sont venus d'Afrique et qui sculptent le bois afin de réaliser des animaux ou des objets. Exactement comme on peut trouver en Afrique, hein. Ce sont des marchands qui existent réellement. À Harambe Market, on a de nombreux objets entassés qui sont tout simplement issus d'Afrique. Et ce sont des objets qui ont été collectés par les Imagineers, soit directement chez les habitants, soit dans des déchetteries. Donc Kilimanjaro Safaris est bien sûr l'attraction phare, c'est le fondement d'Animal Kingdom, de sa philosophie et bien sûr, comme je disais, de son hommage le plus direct à Walt Disney. Alors l'entrée de l'attraction est inspirée de certains lodges africains. L'attraction, l'attraction est si grande qu'elle pourrait contenir en fait tout le Magic Kingdom. C'est pour vous rendre compte en fait de l'étendue de l'attraction. Bah oui, parce que l'idée c'était de recréer une réserve, une véritable réserve africaine telle qu'il en existe au Kenya. Donc la première version de l'attraction avait un message fort par rapport au braconnage avec par exemple un faux éléphant dans un fourgon attaché prêt à être capturé. Puis bien sûr cette idée a très vite été abandonnée au profit de quelque chose de totalement axé sur la découverte et de totalement éducatif. Des éléments fictifs se mêlent à des éléments naturels réels. Par exemple, on a des artifices cachés permettant aux animaux de ne pas s'échapper ni de se mélanger en fonction des risques pour les espèces. Vous imaginez bien que si on mélange les lions avec les éléphants, ou avec des gazelles par exemple, il va y avoir comme un problème. Il y a des petites choses comme ça qui ont fait que cette attraction a des petits secrets afin de mieux voir les animaux. Bah, c'est le cas des lions par exemple, hein. Les lions, le rocher aux lions a des embouts frais avec de l'air conditionné et aussi humide, ce qui permet aux lions de se mettre sur les rochers et
aux visiteurs de mieux les apercevoir. On a aussi un trail dans la zone africaine qui permet de découvrir notamment des gorilles. Voilà. Alors, il y a aussi bien sûr la section asiatique. Alors la section asiatique, cette partie du parc a en fait deux zones distinctes. L'une faisant penser à Anandapur en Inde, un temple abandonné avec des gibbons est plutôt enfin avec des singes. Alors je sais pas s'il y a que ça comme singe, je pense qu'il y a aussi d'autres types de singes, mais en fait ça fait plutôt, ça fait comme si ce temple était le milieu en fait de cette section. Donc la ville fut fondée en 1544 et était un terrain de chasse pour le Maharaja. Alors pour faire très vite, un Maharaja c'est un roi, hein, pour faire très très simple, voilà. Et cette zone de chasse fut ensuite transformée en lieu de recherche et de conservation animalière. Et on peut visiter évidemment cette zone où on trouve par exemple des tigres, on trouve des chauves-souris, on trouve tout un tas d'animaux qui eh bien, font partie de cette zone de conservation. Donc c'est une ville fictive à ne pas confondre avec la réelle ville pardon, en Inde. Donc voilà, parce que ce nom existe aussi pour une véritable ville en Inde. Là, c'est vraiment, les Imagineers ont repris le nom, mais ont créé leur propre ville à leur propre sauce, en fait. Donc, l'Indonésie, la Thaïlande et le Cambodge font en fait partie des inspirations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'Inde et le Népal qui sont les deux zones vraiment distinctes. Alors, le centre du land a une inspiration indienne, tandis que la zone autour d'Expédition Everest va avoir une inspiration plutôt népalaise. Des lieux réels se retrouvent, évidemment, comme on avait vu pour la zone africaine. Bah, c'est pareil, hein. La zone asiatique, on va par exemple retrouver le palais de Potala au Tibet, qui est ici tout en haut d'Expédition Everest et qui était la résidence du Dalai Lama, ou encore par exemple des temples inspirés par des temples bouddhistes indiens qui vont parsemer le land. Alors là aussi, on va retrouver beaucoup d'authenticité. Exactement, hein, comme en Afrique, on va retrouver des objets indiens. On va retrouver par exemple aussi un camion décoré, exactement comme on trouve en Inde. Donc ce camion, en fait, c'est un marchand de boissons, un Animal Kingdom, ou de snacks, mais c'est véritablement un véritable camion comme on trouve en Inde, des camions colorés qui, par exemple, permettent de mettre en valeur la religion pratiquée. Voilà. Donc ça reste quelque chose de totalement folklorique qu'on le retrouve avec plaisir à Animal Kingdom. Alors Cali River Rapids, en fait à la base, ça devait être un safari basé sur les tigres avec un voyage mouvementé en bouée. Oui, il devait y avoir les deux, mais les Imagineers ont renoncé. D'ailleurs, le premier nom de l'attraction était Tigers Rapids Run. Voilà. Enfin, Tigers Rapids Run, puisque Tiger c'est le nom de Tigrou. Tiger Rapids Run qui en fait, était vraiment basé sur ça. Et puis, les difficultés à associer à la fois un parcours en bouée et euh, quelque chose de plus doux pour voir les animaux, parce que voilà, voir des animaux dans une course en bouée n'est pas forcément très aisé. Donc du coup, voilà pourquoi les Imagineers ont abandonné l'idée, même si je la trouve pas mal finalement. Alors, la file d'attente serpente entre des temples, une boutique fictive et le bureau des excursions, avec des excursions proposées par une compagnie de voyage, justement, pour aller sur la Kali River. Alors, l'idée de base était de dénoncer la déforestation, dont les éléments sont encore visibles le long du parcours, mais ils ont depuis quelque temps abandonné les effets de fumée, de flammes, de senteurs, de brûlés, etc. C'est assez dommage parce que c'est vraiment un message qui était assez fort dans l'attraction. Alors, devant Expédition Everest, il y a un tombeau avec des éléments faisant fuir, enfin, étant censé faire fuir le Yeti. Et comme vous pouvez regarder, si vous observez bien, eh bien le tombeau reprend aussi la forme de la montagne derrière. Alors devant Expédition Everest, enfin, autour de la montagne, on trouve un hôtel, mais aussi une boutique pour les grimpeurs, qui sont en fait, la boutique et l'hôtel sont en fait une façade pour des toilettes. Voilà, les Imagineers ont vraiment tout caché dans ce parc. Alors, les visiteurs n'atteignent pas vraiment en fait enfin l'Everest, pardon, n'atteignent pas vraiment l'Everest à cause de la rencontre avec le Yeti. Voilà. Donc en fait, ce que vous voyez,
la montagne que vous voyez, c'est pas l'Everest. L'Everest est situé derrière, dans la plus petite montagne que vous voyez, pour donner une impression que le mont Everest est éloigné et qu'il y reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir l'atteindre. Donc il y a un musée sur le Yéti, et ce musée sur le Yéti en fait est le point central de la file d'attente. Et malgré les affiches tout autour de la montagne disant que le Yéti est dans la montagne et est menaçant, la compagnie de tourisme a tout de même décidé d'ouvrir le site aux plus téméraires. Alors, cette montagne est la plus haute montagne des parcs Disney. Ce coaster est celui qui a la plus grande descente en arrière, et c'était une première à l'époque quand l'attraction a ouvert. Et des audio animatroniques, notamment un audio animatronique du Yéti, est considéré comme le plus impressionnant, le plus lourd, mais malheureusement, suite à des complications avec la montagne et avec son poids, les Imagineers ont décidé d'arrêter de le faire bouger, et c'est dommage parce que cet animatronique est réduit à des effets stromboscopiques pour lui donner du mouvement, et ça c'est vraiment vraiment dommage parce que c'est l'un des plus élaborés. Donc bien sûr, Animal Kingdom ne se résume pas à ça. On a le land Avatar, on a le land Dinosaure, mais j'ai vraiment voulu dans cette vidéo voir les inspirations, finalement les inspirations de mondes réels qui se sont mélangés à la fois des inspirations, donc comme je disais réelles, mélangées avec des touches totalement inventées par les Imagineers. C'est ça aussi qui est très intéressant dans Animal Kingdom, c'est qu'on voit très bien qu'ils se sont, comment dirais-je, éclatés, éclatés en mélangeant du réel, en mélangeant leurs histoires à eux, et ça c'est quand même très fort. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous voyez que Animal Kingdom est un parc fascinant qui s'inspire encore de plein d'autres choses que je n'ai pas forcément mentionnées, parce que vraiment ça serait presque infini, je pense, à l'image du parc Disneyland ou de Disney Sea, de trouver tous ces détails-là, de dire de quoi s'est inspiré telle ou telle chose, parce que finalement c'est une véritable encyclopédie vivante, et je crois que c'est ça aussi qui fait la richesse des parcs comme Animal Kingdom, c'est l'imagineering à son apogée, c'est l'imagineering finement, disons, réalisé, et ça je crois que c'est assez exceptionnel malgré tout, parce que tous les parcs n'ont pas la chance d'avoir ce niveau de détail, ces histoires derrière, et ce mélange entre réel et fictif. En tout cas, ça donne envie de visiter ce parc. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un joyau de Walt Disney Imagineering. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir, vraiment, à liker. Puis voilà, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Salut, salut.